Bonjour, je m'appelle Maxime Laprise et je suis en entrevue pour la chaîne À Gauche. C'est quoi la gauche pour toi? C'est partir de l'idée que les problèmes se règlent par l'intermédiaire de la collectivité ou de la communauté, plutôt qu'en partant de l'individu. Alors que la droite va centrer ses résolutions autour de la famille, de l'individu en premier et ensuite de la famille patriarcale, la famille bourgeoise, appelez-la comme vous voulez. Euh, la gauche va un peu inverser la réflexion, c'est-à-dire que une pyramide inversée et c'est à partir de la communauté qu'on va réfléchir et la famille, sans dire qu'évidemment, on va rejeter la famille et l'individu, parce que moi, je suis pas staliniste en tout cas. Euh, euh, c'est pas le, Ça constitue pas le début de la réflexion, disons. Quelles sont les luttes de gauche? Le paradoxe en ce moment, c'est que si, mettons, dans les années 70-80, on s'entendait un peu, c'était quoi? Dans le débat public, disons, on s'entendait un peu, ça voulait dire quoi être de gauche, être de droite. Euh, Aujourd'hui, étant donné que les questions des luttes économiques ont beaucoup été mises de côté, tant à gauche qu'à droite d'ailleurs, euh, le débat et là, quand je dis tant à gauche qu'à droite, j'insiste sur la gauche mainstream, grand public, celle qui a accès au téléjournal. Les médias présentent l'opposition entre la gauche et la droite uniquement comme une opposition de nature euh, de guerre culturelle. Donc, la gauche serait celle qui serait, en gros, pro-trans et la droite serait celle qui serait anti-trans. Et la gauche se résumerait à ça. Et bon, j'ai rien de bien révolutionnaire de position sur la question, mais évidemment, je crois, c'est un peu un paradoxe, c'est que la celle qui se dit la gauche anti-woke, là, représentée par des gens comme Marc-André Cyr, là, donc qui s'inscrivent dans une posture, c'est moi, je suis de la gauche traditionnelle, voire même d'une posture d'extrême gauche traditionnelle. En gros, les woke ont tout brisé. Et ils ont complètement abandonné les luttes économiques. Euh, ben, je suis en désaccord du fait que c'est de la faute des woke ou c'est la faute des gens qui s'intéressent aux enjeux plutôt d'identité si on a arrêté de parler économique. Mais en fait, là où il y a erreur, je pense, c'est de dire que c'est de leur faute si on a envie, si on a arrêté d'en parler. Mais je crois quand même qu'il y a un réel débat à faire sur. C'est vrai que dans les cercles de gauche, on parle moins qu'avant d'enjeux strictement économiques, d'enjeux qui sont liés aux grèves, je sais pas, de salaire minimum, de chômage, de choses comme ça. Et c'est vrai qu'on en parle moins, mais je crois que cette réflexion-là, et je vais finir par revenir à ta question, euh, c'est vrai qu'on en parle moins, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir une réelle réflexion là-dessus sans que cette discussion-là soit complètement accaparée par des gens qui disent ah non, c'est de la faute des woke, c'est de la faute des woke. Ils nous parlent tout le temps de trans, mais on peut plus parler d'économie. Alors que, bon, l'idée d'une gauche libérale qui s'intéresse peu aux intérêts du prolétariat, c'est pas une invention des 5 dernières années, là. Je veux dire, dans les années 90, le mouvement syndical québécois avait déjà largement abandonné le syndicalisme de combat. Là. C'est pas comme si c'était une nouveauté. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir quand même sur pourquoi les gens qui s'intéressent peut-être davantage aux enjeux d'identité, les enjeux LGBTQ+, les enjeux d'autodétermination des peuples autochtones, pourquoi ces gens-là sont moins amenés à s'intéresser à des enjeux de la gauche plus classiques. Puis je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir, d'une part, sur
la façon que la gauche était structurée. Peut-être que ces gens-là ne se sentent pas vraiment attirés par un mouvement syndical très blanc, très corporatiste, très boomer. Donc, c'est peut-être difficile de se sentir appelé vers un mouvement qui nous parle pas vraiment. Un mouvement syndical qui a encore de la difficulté à adopter les postures actuelles ou des mouvements ouvriers qui étaient déjà en déclin. Donc, je reviens à ta question parce que je pense justement que le défi de la gauche actuelle, c'est d'être capable d'aller parler des enjeux purement économiques. Et là, ça peut aller de l'anticapitalisme à une posture critique du capitalisme. Là, je ne suis pas l'un de ceux que tu n'as pas le droit de te qualifier de gauche si tu n'es pas fermement anticapitaliste. Là, je pense que moi, je suis anticapitaliste, mais je pense quand même qu'il y a une possibilité de discuter. Donc, des enjeux de lutte des classes, c'est-à-dire de tout ce qui concerne l'autogestion des entreprises ou que ce soit le salaire, le droit, les congés, les vacances, tous les enjeux vraiment classiques du mouvement ouvrier et de les combiner avec les enjeux qui intéressent ceux qu'on qualifie de woke, donc la question trans, les luttes LGBTQ+, les luttes autochtones, et ce que certaines personnes oublient de noter, c'est que la classe ouvrière, elle est aussi LGBTQ+, il y a des ouvriers, il y a des ouvrières trans, il y a des ouvrières autochtones, et il faut être capable de combiner ces deux enjeux-là. Puis on revient un peu au débat qui, tu sais, dans les années 70, il y avait des gens d'extrême gauche antiféministes qui considéraient que le féminisme était une lutte d'arrière-garde et c'est juste qu'on allait avoir fait la libération du prolétariat qu'on pourrait parler de féminisme, alors que on en est venu presque globalement, à part quelques éliminés, à la conclusion que ces deux luttes-là devaient venir ensemble. On ne pouvait pas en subordonner une à l'autre parce que c'est saugrenu. D'un point de vue purement théorique, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut travailler à amener un peu à un consensus du même genre, mais avec les luttes, ces nouvelles luttes-là qu'il faut réussir à inclure dans les mouvements plus traditionnels. Y a-t-il division entre les enjeux sociaux et économiques? Oui, il y a clairement une division entre les enjeux plus sociaux et les enjeux plus économiques. Mais moi, mon point, c'est que contrairement à ce que vont dire des gens plus, je vais dire, orthodoxes, ce n'est pas de la faute des enjeux trans, etc. S'il y a eu un déclin des enjeux économiques, puis je pense qu'il faut regarder l'histoire de la gauche au Québec qui, en fait, décline depuis la fin des années 80, avec notamment la disparition progressive des mouvements marxistes-léninistes, l'abandon de la combativité dans les syndicats, puis il y a aussi un déclin même du mouvement anarchiste. Jadis, il y avait l'UCL, l'Union communiste libertaire, qui a fini par disparaître. Il n'y a plus vraiment de... Oui, il y a encore plein de mini-collectifs anarchistes, mais il n'y a plus vraiment de travail, notamment sur le plan national. Donc, là, je n'aurais pas les capacités analytiques, en tout cas dans mes compétences actuelles, pour être capable en fait, je pense justement que ça serait un travail important à faire en ce moment, c'est d'essayer de l'expliquer, ce déclin-là. C'est un sujet de soutenance de thèse de doctorat, tu sais. Mais il y a sans doute un élément peut-être propre à la société. De toute façon, ce déclin de la gauche, il est partout en Occident. On n'a rien inventé. Oui, la France, par exemple, sur des enjeux plus économiques, il y a encore un fort discours, mais il y a quand même un déclin de la gauche en France aussi. Aux États-Unis, il y a lentement une espèce de renaissance, mais
le discours antisocialiste, il est tellement puissant, tellement fondé que c'est vraiment un gros défi. Alors, au Québec, comment expliquer ce déclin-là? Moi, je ne suis pas capable de l'expliquer, donc je peux pas... je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut fouiller, en tout cas. La gauche québécoise est-elle trop enfermée dans le jeu du parti et des élections? Moi, c'est ma grande critique de Québec solidaire, en fait, c'est que en s'organisant, et c'est ce qui arrive à tous les partis, c'est que c'est devenu un parti politique plutôt qu'un mouvement citoyen, euh, alors qu'il y aurait plein d'initiatives intéressantes pour tenter d'inclure davantage les citoyens et citoyennes dans la vie du parti. Par exemple, des assemblées citoyennes, par exemple, qui pourraient être intéressantes. Donc, oui, c'est devenu un parti purement électoraliste, puis c'est ce qui devient... c'est ce qui arrive inévitablement à tous les partis qui se présentent aux élections, c'est logique. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine convergence, même si des fois on vote un peu en se pinçant le nez. Même des gens qui n'aiment pas trop voter. L'exercice du vote en général, pas un gros fan, mais... Justement, quelle est ta position sur les abstentionnistes? Ça, c'est un autre gros débat. C'est ce fameux débat anti-électoraliste puis anti-électoraliste. L'analyse... Tu sais, il y a beaucoup de gens marxistes, même des communistes, des anarchistes qui ont voté pour Biden aux États-Unis aux dernières élections en disant que, ben oui, c'est un tas de marde raciste, mais c'est la posture que... J'aime pas les extrêmes centristes, mais dans ce débat-là, je me trouve un peu au centre dans le sens anti-électoraliste, c'est que beaucoup de gens vont dire c'est un peu une posture de privilégié de dire moi, je ne vais pas voter parce que de toute façon, ça ne change rien pour moi, mais on a un Donald Trump aux États-Unis qui veut littéralement voir mourir les personnes trans. Donc, oui, l'autre est un tas de marde, mais il y a des gens peut-être dont la vie est en jeu. Donc, est-ce que je peux piler sur mon orgueil et aller au moins faire en sorte qu'il n'y a pas de milice dans les rues? C'est déjà un début. C'est une posture que je comprends tout à fait et je comprends tout à fait aussi la posture des gens qui disent qu'il ne faut pas aller voter parce que c'est une forme de consentement actif ou passif à l'ordre en place. J'ai jamais vraiment réussi à me situer dans ce débat-là parce que je comprends parfaitement la posture des deux camps. Moi, je vais voter Québec solidaire en me pinçant le nez. Et ben, je vote pas au fédéral parce que je ne vois vraiment pas pour qui je pourrais voter. Et la question de l'indépendance? Ça aussi, c'est un autre débat intéressant dans la gauche québécoise. Et c'est probablement même le plus vieux débat dans la gauche québécoise, qui est la question de l'indépendance. Qui est un débat qui remonte aux années 70 là, dans la gauche. Si tu regardes les mouvements marxistes-léninistes dans les années 80, t'avais essentiellement les trotskistes qui étaient indépendantistes et les ML plus orthodoxes qui étaient fédéralistes. C'est pas le terme qu'ils utilisaient, mais bon, bref, qui étaient contre l'indépendance parce qu'ils considéraient que c'était un mouvement bourgeois, nationaliste, bourgeois, puis qu'il fallait s'unir avec le prolétariat canadien, notamment. Moi, puis je pense que c'est un élément important qui est un peu unique à la gauche québécoise, en fait. Parce que, bon, des mouvements indépendantistes, à part en Catalogne et en Écosse, ben, il y en a pas vraiment dans la plupart des pays occidentaux. Et je pense que c'est un grand objet de division de la gauche, peut-être moins maintenant, parce qu'il y a tellement de trucs plus urgents, j'ai l'impression, chez les militants de gauche que, bon, l'indépendance, on en parlera après, parce que là, il y a comme d'autres urgences. Mais il y a quand même des éléments parce que par exemple, le Parti québécois continue de se dire social-démocrate. Et bien que je suis en désaccord avec l'idée, ils ont effectivement encore certaines positions social-démocrates. Puis c'est un autre élément important, je pense, sur la division de la gauche. C'est comme moi, je reste indépendantiste, mais fermement antinationaliste. C'est quelque chose que les gens du PQ ont de la difficulté à comprendre.
et qui vont me dire que je ne suis pas un vrai, bon, je suis pas un pur et dur, mais je pense quand même, je ne l'invente pas, je crois quand même au principe d'autodétermination des peuples, et surtout, je pense que la meilleure façon de promouvoir un réel projet social, voire socialiste, c'est par l'indépendance. Sauf que moi, ma réflexion, elle est comme ça. Ce n'est pas l'indépendance pour peut-être avoir un projet, c'est un projet qui ne peut qui s'exprime notamment de cette façon-là pour avoir un contrôle sur les lois, avoir un contrôle sur les relations. T'sais, un Québec indépendant pourrait critiquer Israël, bon, par exemple. Euh, mais c'est un autre élément important, je crois, puis on n'en parle plus beaucoup, mais le débat indépendantiste non-indépendantiste, ça me semble être une division intéressante parce que c'est pas mal 50-50 quand on regarde les chiffres à Québec solidaire. Voire même un peu plus fédéraliste maintenant. Je pense que c'est 55-45, quelque chose comme ça. Mais ça me semble être un débat intéressant. Et ce débat-là amène une autre division intéressante sur laquelle la gauche s'entend pas mal. C'est la question du droit de l'autodétermination des Premières Nations. Qui, on en il y a encore une grosse séparation entre, je veux dire, la gauche parle assez peu de faits aux Premières Nations. Il y a quelques liens entre Québec solidaire, notamment, il y a Maïté qui s'est présenté à Québec solidaire. Mais de façon générale, il y a encore peu de communication. Et je parlais avec des militantes autochtones qui me disaient qu'eux et elles, ils se sentaient souvent un peu instrumentalisés par l'extrême gauche québécoise. Parce qu'on a des gens comme par exemple, le PCR, le Parti communiste révolutionnaire, qui comporte à peu près, qui sont des maoïstes, qui comporte à peu près aucun autochtone, mais qui vont complètement se déclarer, se dire parler au nom des Autochtones et pour la libération des Autochtones, un peu sans leur demander leur avis. Quelle est la différence entre le nationalisme français et québécois? Il faut faire une distinction aussi entre les Québécois et les Français. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant. C'est que des gens qui se disent anti-impérialistes vont continuellement se référer à la France. Référer même aujourd'hui encore là, au débat français. On veut appliquer une laïcité à la française. On veut appliquer X et X à la française. Une centralisation à la française. Donc, ça me semble toujours paradoxal des gens qui on parle des Anglais, sont super anti-impérialistes alors qu'ils ont un discours de coloniser quand ils parlent de la France. Je veux dire, le colonisé en chef, Mathieu Bock-Côté, qui est essentiellement quelqu'un qui est allé licher les bottes des Français pour leur montrer à quel point il voulait être avec eux. Il voulait être comme eux. Tous ces Québécois, c'est vieux, là, dans les années 70, tous ces intellectuels québécois qui se donnent un petit accent à la française pour se donner une autorité intellectuelle, parce que c'est de là que venait l'autorité intellectuelle. Bon, c'est important de faire cette distinction-là, parce que si on se dit nationaliste, ou si on se dit tout simplement contre anti-impérialiste, ben il faut aussi se distinguer de l'empire colonial français, qui n'en reste pas moins un empire colonial, et qui a bien montré sa violence en Afrique au 19e siècle. Et la France a bien réussi à montrer qu'elle était un empire colonial comme tous les autres, capable de barbarie comme tous les autres. Il n'y a pas de gentil empire colonial et de méchant empire colonial. Les Québécois sont-ils des colonisateurs? Ça, c'est le grand débat que je ne vais pas régler aujourd'hui. De fait, c'est des descendants de colonisateurs. Sauf que, c'est bon, il y a une ligne assez classique que j'ai toujours bien aimée, c'est celle de à la fois colonisateur et colonisé. Donc, il y a eu, à n'en pas douter, une occupation et un régime anglais qui a placé les Québécois dans un statut d'infériorité sociale. Ça, il n'y a pas de doute. Il fut une période où les Canadiens français n'étaient pas considérés comme des Blancs, un peu à la façon des Irlandais. On disait « speak white », là. C'est vrai, c'est arrivé.
Là, après ça, il y a eu un réel mouvement d'autodétermination des Québécois, la Révolution tranquille, où là, les Québécois essentiellement, on a remplacé le boss qui parlait anglais par le boss qui parlait français. Parce que là, avant tout, la Révolution tranquille, c'est une révolution libérale. Mais c'est même pas une théorie du complot. Je veux dire, les intellectuels de la Révolution tranquille disaient ouvertement qu'il s'agissait de forger une élite canadienne-française, avoir des ingénieurs québécois, je ne disais pas nécessairement le mot québécois, mais des ingénieurs francophones, des boss francophones, etc. Donc là, on a remplacé le pouvoir colonial, dont on est les successeurs. Mais on a gardé des plis de colonisés. Donc, cette obsession d'être remplacé, cette obsession d'être malmené, cette constante victimisation, qui, je note, n'a plus raison d'être, mais qui est un produit de ce statut-là. Et ça, ça explique sans doute pourquoi les Québécois ont tant de mal à se reconnaître en tant que colonisateurs, parce que le récit national le place comme éternel colonisé, jusqu'à la grande indépendance, le grand moment d'autodétermination où il y a une espèce d'eschatologie canadienne-française qui est profondément ancrée dans l'enseignement de l'histoire. Et ça, je pense que c'est un peu le grand débat, là, qui est la question de l'enseignement de l'histoire. Y a-t-il un déficit des minorités dans les mouvements de gauche? Moi, je milite, j'ai beaucoup milité dans le mouvement étudiant. Donc, les associations étudiantes depuis 2011. Et c'est un secteur de mobilisation, tout comme le milieu syndical, qui attirait assez peu les personnes racisées. C'était encore extrêmement blanc, des blancs entre eux qui débattaient. Et ça devient aussi un serpent qui se mord la queue parce que moins il y a de personnes racisées, moins on parle d'enjeux des personnes racisées et moins les gens racisés se sentent interpellés par le mouvement. Puis, on peut pas vraiment en vouloir parce que, je veux dire, je n'ai pas la capacité de parler au nom des personnes racisées et je ne peux pas forcer les personnes racisées de venir se joindre à mon association. Donc, ça devient un peu difficile de briser ce mur-là. Donc, je pense qu'il y a, tout comme avec les questions autochtones, c'est qu'il y a peu de communication, en fait. Et un peu ce que tu disais, il y a un peu de personnes qui vont voter pour le Parti libéral par défaut parce qu'en fait, c'est le seul parti qui leur parle, qui s'adresse à eux, et parfois même le seul parti qui inclut des personnes de la diversité. Ça devient presque une évidence de voter pour eux. Puis c'est un peu, je pense que c'est un peu, je relevais plutôt que peut-être que l'une des causes du déclin du mouvement syndical et du manque d'intérêt des jeunes pour le mouvement syndical, c'est aussi un peu ça. C'est, le mouvement syndical, c'est une affaire de vieux blancs qui veut gérer leur fonds de pension. Essentiellement. Donc, pourquoi le jeune militant queer irait là? Lui, il veut qu'on lui parle des enjeux de sexisme et de racisme qu'il y a dans son milieu de travail. Mais non, ils sont fous, les syndicats. Donc, c'est un peu ça, en fait, c'est que la gauche s'est un peu tournée dans un cercle vicieux de, peu à peu, on a même arrêté de tenter de parler aux personnes autochtones, aux personnes racisées, je vais dire minorités sexuelles, je ne sais jamais si c'est le bon terme, parce qu'ils et elles ne se sentent pas interpellés, donc ils ne s'impliquent pas, donc on ne peut pas parler en leur nom, donc bon, et ainsi de suite. Donc, il y a résolument un manque de volonté parce que c'est facile de ne pas tenter d'aller les chercher. C'est un peu je le vois un peu comme de la paresse. Ces gens-là, ça les intéresse pas, donc bof. Je voulais pas laisser croire que c'était une bonne chose. Donc oui, il y a résolument un manque de volonté parce que intégrer, par exemple, les
ces populations-là s'exigent de réfléchir à ses propres pratiques militantes, et souvent, c'est des pratiques militantes qui s'inscrivent dans une longue tradition, et c'est toujours pénible pour les humains d'aller contre leur propre tradition, même à la gauche. Par exemple, j'assistais à une conférence d'un militant de Black Lives Matter qui expliquait pourquoi lui, il avait de la peine à s'intégrer dans les associations étudiantes traditionnelles. Et il donnait un exemple qui était les manifestations. Il disait, ben là, on a une gang de Blancs qui sont super contents d'aller se battre avec la police, qui veulent virer des chars. Mais moi, je sais très bien qu'en tant que noir, si je fais ça, je vais me faire 10 fois plus tabasser que vous. Donc, quand vous me dites, hey, on s'en va à une manif, la manif du 1er mai, on va se battre contre la police, moi, ça me tente pas d'y aller à me battre contre la police parce que moi, je vais peut-être me faire tuer. Contrairement à vous qui, à la limite, vous allez avoir 2-3 coups de matraque, vous allez passer 25 minutes les mains attachées, vous allez avoir un ticket, puis ça va, puis à la limite, c'est vos parents qui vont payer le ticket, puis voilà, ça va être fini. Donc, l'inclusion de ces groupes-là et même leur radicalisation implique d'adapter nos propres pratiques d'entre-soi de blancs qui savent finalement qu'il leur arrivera rien avec la police. Donc oui, ça implique un gros travail de réflexion que les syndicats ne veulent pas avoir parce que, ben, je l'ai dit. Donc, en tant que militant du monde des associations étudiantes, je pense que l'espoir se trouve beaucoup là au Québec. Je pense que le mouvement étudiant a une capacité de mobilisation qu'aucun autre secteur au Québec a la capacité d'avoir à cause de la jeunesse, à cause de, ben, nécessairement par la jeunesse, ils ont plus en vue les enjeux actuels qui vont mobiliser les autres jeunes. Beaucoup de la gauche actuelle, c'est des gens qui viennent du mouvement étudiant. Et je pense que il faut travailler beaucoup en ce moment sur la mobilisation du mouvement étudiant. Déjà, là, il y a une tentative de grande association de gauche pour remplacer Feu Lacé. Il y a un projet sur la table d'une espèce de grande association combative. Je n'oublie le nom, malheureusement. Mais il y a un projet sur la table et je pense vraiment que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce que au Québec, depuis les années 70, c'est le mouvement étudiant qui est l'un des cœurs de la mobilisation. Et je pense qu'il faut regarder de ce côté-là. Je pense que c'est quelque chose qui est super intéressant et aussi que la capacité, par son plus petit bassin, par son caractère dynamique, d'aller chercher les personnes. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher quelqu'un en le mobilisant pour un enjeu qui le touche matériellement. Donc, si par exemple, on parle de frais de scolarité, beaucoup de gens ont été radicalisés par la grève étudiante de 2012, mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher quelqu'un sur un enjeu qui le touche directement. Il y aura des enjeux, il y aura des frais de scolarité qui vont augmenter et ça va te toucher très, très, très personnellement. Et là, à partir de là, c'est possible de montrer à cette personne-là que la hausse des frais de scolarité, ça s'inscrit dans un programme plus large qui est le néolibéralisme. Et après ça, tu peux dire, le néolibéralisme, ce n'est que la radicalisation d'un système capitaliste. Donc, etc., etc. Donc, il faut aller chercher les gens sur des enjeux qui les touchent directement. Je pense que c'est un peu le cœur de la mobilisation, toute mobilisation. Puis, par exemple, la grève étudiante de 2015 s'était complètement plantée. L'une des causes, c'est parce que ces enjeux étaient beaucoup trop vagues. On parlait de... essentiellement, c'était contre le néolibéralisme. Mais moi aussi, je suis contre le néolibéralisme, mais tu vas pas réussir à mobiliser des gens sur un enjeu aussi vague que le néolibéralisme. Parce que la plupart des gens sont même pas certains de comprendre de quoi tu parles. Et même les gens de gauche ne s'entendent pas toujours sur de quoi exactement ils parlent. Pourquoi la société se droitise? C'est une sapristi bonne question, mais moi, je le vois en fait comme moi, je le lirais pas. Ben, tu as, à mon avis, en partie raison. L'idée de radicalisation
de conditions matérielles qui mènent aux populistes de droite. Ça me semble assez intéressant. Mais je pense quand même qu'il y avait par exemple, la grève étudiante de 2012, et le vote pour le NPD, ça a été plutôt des accidents plutôt que je sais pas, parce que, je veux dire, le virage à droite, le néolibéralisme au Québec, je veux dire, ça commence presque à la fin des années 70, ou du moins dans les années 80, et c'est un processus qui a commencé sous le PQ, mais qui a été très certainement accéléré par le régime de Jean Charest. Mais Jean Charest, il s'inscrivait presque dans un processus normal d'un processus néolibéral qui était déjà entamé. Donc, je pense que le mouvement étudiant de 2012, c'était une révolte de la jeunesse contre un mouvement qui était déjà très avancé, en fait. Et quant au vote pour le NPD, moi, je ne l'explique pas toujours. Moi, je suis incapable de l'expliquer, en tout cas. Mon seule hypothèse, c'est que c'était une tentative d'essayer quelque chose de nouveau. Parce que le Québec a toujours détesté Stephen Harper, le règne de Stephen Harper. Bon, mais il y a un truc que moi je répète souvent, et on le répète souvent quand je passe au podcast de Fred Savard, qui est que je pense que le Québec est plus conservateur qu'on ne l'a toujours dit. Parce qu'il y a un réflexe conservateur au Québec qui a été forgé par notamment des années de règne de l'Église, qu'on aime se dire plus progressiste que le reste du Canada, mais je pense qu'on ne l'est pas à ce point-là. Alors, surtout en ce moment, parce que le Canada a une longue tradition libérale. Parce que maintenant, le débat, on revient à ce que je disais au début, le débat, on a adopté le débat à l'américaine, en fait, parce qu'aux États-Unis, le débat économique, le débat partisan, j'entends, la question économique est évacuée parce que les démocrates et les républicains sont autant... ça va s'exprimer de façon différente. Par exemple, les démocrates vont être plus proches du monde bancaire, alors que les républicains, ça va être, mettons, les pétrolières. Ça va être peut-être des industries différentes, mais il n'en reste pas moins que c'est des porte-paroles du capitalisme. La grande différence, ça va être ce que les Américains appellent conservateur et libéral. C'est-à-dire, un qui va être ouais, ben il faut davantage écouter les personnes racisées, et pas beaucoup, là, hein, mais les écouter un peu plus, vont quand même défendre le droit à l'avortement, le mariage gay, alors que les conservateurs vont être contre. Et j'ai l'impression qu'on a tout simplement importé le débat américain. C'est-à-dire qu'on a évacué les enjeux économiques, qu'on a pris, ben là, le débat maintenant, c'est tout simplement, est-ce qu'on est pour le mariage gay ou on est contre le mariage gay? Bon, au Canada, ce débat-là n'a pas vraiment cours, heureusement. Et au Québec non plus, d'ailleurs. Je pense que même la droite au Québec, à part quelques éliminés d'extrême droite, même des gens à la Éric Duhem, n'est pas contre le mariage gay. Et ça, ben, il faut quand même le noter. Mais on a quand même adopté une logique qui est d'évacuer les débats économiques. Et, tu sais, je disais que si la gauche avait du mal à en parler, mais évidemment, cette évacuation-là joue le jeu des enjeux des classes dominantes. Parce que si on ne fait que débattre de la couleur des drapeaux, oui, on met un drapeau arc-en-ciel, on n'en met pas, ben on ne parle pas des vrais enjeux structuraux, des vrais problèmes. Puis il y a sans doute une logique. Puis manifestement, les Québécois, peut-être parce que le Québec est particulièrement prompt à se sentir envahi, se sentir le fameux complexe du village de Gaulois qui de toute passe, sans doute un terreau fertile pour se faire dire vous êtes des victimes, on veut vous envahir, on veut vous éliminer. Donc, je pense que pour certains démagogues, le Québec était un terreau fertile, particulièrement pour une sorte de radicalisation qui était déjà entamée. Donc voilà, je sais que c'est un peu confus tout ça,
Je pense que le Québec est un terreau fertile pour une radicalisation qui est notamment inspirée de celle des États-Unis, mais qu'on voit aussi en Angleterre, qu'on voit aussi en France. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.